Muchas gracias pour l'invitation. Merci beaucoup à Jaume Ramona et à toute l'équipe pour l'invitation ici de pouvoir présenter une partie un petit peu du travail qui est fait, effectivement, comme il l'a déjà dit, à la section d'agriculture biodynamique au Goetheanum. Je vais parler particulièrement de l'aspect de l'approche de la plante, du végétal, et ensuite, encore plus précisément, de donner quelques pistes pour essayer de comprendre comment on peut comprendre la vigne. Alors c'est certain que pour faire ça, j'aurais bien aimé être avec vous dehors, aller observer des plantes et puis observer des vignes, mais bon, avec un grand groupe, c'est pas facile, donc on va essayer ensemble au cours de cette matinée de faire vivre, de faire apparaître, au moins par notre imagination, la vigne devant nous, entre nous, pour essayer de comprendre cette plante qui, comme beaucoup d'autres plantes en ce moment, beaucoup d'autres plantes cultivées en ce moment, est dans une situation difficile. Je vais peut-être commencer comme ça, mais je crois qu'il faut regarder clairement les choses. On a, avec les arbres fruitiers, aussi avec les céréales, avec beaucoup de plantes, on a vraiment une situation quasiment de dégénérescence, des plantes qui ont une difficulté à vivre en bonne santé. J'ai lu dans un ouvrage récent, dans un ouvrage de viticulture, que quand on regardait la vigne, on pouvait avoir le musée de toutes les pathologies végétales qui existent. C'est-à-dire que la vigne a une quantité de maladies, donc si on est passionné par la maladie des plantes, on étudie la vigne et on observe un grand nombre. Je sais que c'est un point douloureux, mais il faut se poser la question justement, si la vigne est un musée des pathologies végétales, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? Et on peut se poser la question de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas une question d'affaiblissement général de cette plante? Et si elle affaiblit, d'où ça vient? Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que ça vient de toutes nos pratiques? Et en disant ça, en fait, je veux évoquer brièvement les origines de l'agriculture biodynamique, puisqu'en fait, Rudolf Steiner, quand il a fondé l'agriculture biodynamique en 1924, par un cycle de 8 conférences, a répondu à des demandes de propriétaires terriens, d'agriculteurs, qui se posaient vraiment la question, comment se fait-il que les plantes dégénèrent, comment se fait-il que les animaux soient fragiles, comment se fait-il que va-t-il se passer avec la terre vivante, si on utilise des engrais chimiques, des engrais solubles, en particulier l'azote soluble? Qu'en est-il de la vitalité de la terre, des plantes, des animaux, et de leur lien au cosmos, au ciel, aux planètes, aux étoiles? Donc l'agriculture biodynamique, à l'origine, c'est vraiment une agriculture qui répond à une question qui est la question, est-ce qu'il y a une dégénérescence de la Terre et du monde vivant? Un autre aspect, puisque Jaume a parlé de ça, c'est qu'effectivement, Rudolf Steiner a développé cette agriculture biodynamique, a donné des pistes de travail, mais il n'a eu que 9 mois de vie après ce cycle de conférences. Et ensuite, c'est des praticiens et des chercheurs qui ont développé l'agriculture biodynamique. Et il s'est créé rapidement dans le lieu qu'a créé Rudolf Steiner avec tous ses collaborateurs, ce lieu qui s'appelle le Goetheanum, qui est à côté de Bâle, où j'ai la chance de travailler dans la section d'agriculture. Donc il s'est très rapidement créé une section d'agriculture. Et le but de la section d'agriculture, c'est pas d'être une espèce de Vatican où on va dire maintenant ce qui est la bonne agriculture biodynamique. C'est d'être un lieu de coordination, un lieu de rencontre, un lieu d'échange où, comme l'a dit Monsieur Gramona, toutes les personnes de différents pays qui pratiquent la biodynamie peuvent se retrouver, échanger, approfondir des thématiques et recevoir des impulsions pour repartir chez elles avec peut-être plus d'énergie, plus d'enthousiasme et ressentir un lien en fait. Ce qui est quand même fantastique avec l'agriculture biodynamique, mais vous connaissez peut-être ça dans d'autres domaines avec la viticulture, c'est qu'on peut arriver aux États-Unis, on peut arriver au Japon, on rencontre des paysans et il y a énormément de différences culturelles, il y a toutes sortes de différences, mais très rapidement on se retrouve à parler de la même chose. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour régénérer pour renforcer la vie sur Terre, les êtres vivants. Et ça, c'est quelque chose de commun qu'on cherche vraiment à renforcer, à développer.
pas seulement au sein des associations d'agriculture biodynamique, mais au-delà, de manière beaucoup plus large, avec, on pourrait dire, tous les mouvements de la société civile. Ça veut dire les mouvements de protection de l'environnement, ça veut dire les mouvements de consommateurs, ça veut dire peut-être des mouvements comme Slow Food, ça veut dire les mouvements de personnes préoccupées de leur santé, de la santé. Donc on veut essayer tous ensemble de forger des alliances pour l'avenir de la Terre. C'était le thème du congrès où on s'est rencontré avec M. Ramona. Voilà, l'image est peut-être petite, mais vous voyez, c'est assez symbolique, comment trois couleurs peuvent se rencontrer pour essayer de travailler pour l'avenir de la Terre, parce que la situation est relativement urgente et donc il est besoin de travailler ensemble sur les grandes questions fondamentales. Voilà, ça en introduction brève. Maintenant, je voudrais évoquer un petit peu plus la personnalité de Goethe. Goethe était ce grand écrivain allemand qui est certainement connu de chacun d'entre vous, peut-être parce que si on veut apprendre la langue allemande dans n'importe quel pays du monde, on va à l'Institut Goethe, c'est-à-dire c'est le grand homme de la littérature allemande. Mais Goethe a eu aussi une œuvre scientifique importante qui est moins connue que son œuvre littéraire. Mais Goethe dit lui-même, à propos de son œuvre scientifique, qu'il estimait qu'elle serait beaucoup plus importante pour la postérité, pour l'avenir, que son œuvre littéraire. Ça veut dire qu'en fait, j'ai mis ici en sous-titre Goethe, le Galilée de la science du vivant, parce que c'est ainsi que Rudolf Steiner, un siècle après, vers 1900, a qualifié Goethe. Le Galilée, pour l'astronomie, il y a une révolution copernicienne ou une révolution galiléenne. C'est-à-dire que Galilée nous a permis de concevoir la place de la Terre dans le cosmos de manière tout à fait nouvelle à la Renaissance. C'était vraiment une révolution scientifique pour l'astronomie. Et on peut considérer que Goethe, de la même manière, par son apport, par sa méthode, par sa manière d'observer la nature, a posé les bases d'une révolution véritablement dans notre manière de considérer le vivant, le monde vivant. Alors pourquoi ça? Parce que, en fait, si on regarde bien notre manière de considérer, d'aborder le vivant aujourd'hui, le monde vivant, eh bien en fait c'est simple. Si vous n'avez pas des tableaux, excuse-moi Georg, mais il n'a pas seulement des tableaux, Georg, si on n'a pas des tableaux avec des colonnes, des statistiques et des chiffres, c'est pas scientifique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a réduit depuis 5 siècles, c'est le dogme de la science la plus large, de tout réduire à des chiffres. Et en réduisant tout à des chiffres, c'est-à-dire n'est scientifique que ce qui est transformable en chiffres. C'est tout à fait intéressant. Ça nous donne beaucoup d'informations tout à fait utiles. Je ne remets pas du tout ça en cause. La question, c'est est-ce que ça reflète la totalité de la réalité ou est-ce que ce n'est pas réducteur? Enfin, ma réponse à moi, c'est que c'est réducteur, évidemment, et qu'il manque toute une partie. On laisse de côté, on abandonne, on pourrait dire, toute une partie de la réalité parce qu'on considère qu'elle n'est pas accessible de manière objective. Et toute cette partie de la réalité qu'on abandonne, c'est tout ce que nous montrent les formes, ce que nous montrent les couleurs, ce que nous disent les odeurs, ce que nous disent ce qu'on peut toucher, les textures, tout ce que nos sens, nos organes des sens nous permettent d'aborder. Et c'est ce que Goethe, finalement, a dit et a développé en disant on a une science qui fait un chemin très intéressant, mais qui n'est que partiel, et il manque le complément qui permet de saisir véritablement, d'approcher le vivant. Le vivant n'est pas approchable avec des chiffres. Quand vous avez des colonnes et des statistiques, finalement, que vous fassiez de la physique, de la météo ou de la botanique, vous vous retrouvez avec des statistiques et des courbes et des graphiques. Mais où est la couleur de la fleur? Où est le chant de l'oiseau dans les statistiques? Si je transforme le chant d'un oiseau en longueur d'onde, je n'ai plus rien de l'expérience réelle que j'ai eue. Et ça, c'est d'autant plus important pour les agriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs, les gens qui travaillent avec la nature, parce que eux, ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas des statistiques en se promenant dans leur champ. C'est des couleurs, des formes, des odeurs. Et c'est avec ça qu'ils travaillent, ce n'est pas avec des statistiques. Ça ne veut pas dire que les statistiques ne peuvent pas aider. Vous verrez comment Georg essaye de travailler avec des statistiques et avec des formes. Il ne s'agit pas d'exclure l'un pour mettre l'autre en avant, il s'agit de compléter
Et c'est vraiment la démarche de Goethe. Et là, on a une petite citation de Goethe qui décrit ça. Goethe disait, moi, je ne prétends pas découvrir des choses nouvelles, vous montrer des choses nouvelles. Je prétends vous montrer, j'aimerais découvrir des choses qui sont peut-être connues, mais en les regardant d'une autre manière. Et en les regardant de quelle manière? Ce qui importait à Goethe, c'est d'observer, d'essayer d'accéder à l'aspect vivant de chaque chose, à la partie vivante. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est une question qui n'est toujours pas réglée, qui est toujours en suspens. On parle de biologie, mais si vous prenez n'importe quel livre de biologie, je crois qu'on est plutôt dans, excusez-moi, là aussi c'est provocateur, mais on est plutôt dans la nécrologie, c'est-à-dire on étudie l'aspect mort du vivant. Si je commence à disséquer un animal, évidemment que je m'intéresse qu'à son aspect mort, son fonctionnement mort, et pas son fonctionnement en tant qu'être vivant. Un autre aspect de la démarche de Goethe, c'est de dire on ne va pas échafauder des hypothèses qui vont devenir tellement fortes qu'on va essayer de prouver l'hypothèse à tout prix. On va rester le plus proche possible des phénomènes. Et Goethe le dit finalement, que l'on ne cherche rien derrière les phénomènes. Ils sont eux-mêmes la doctrine. Ça veut dire qu'en fait, il faut coller aux phénomènes observés. Il faut observer le plus finement possible les formes, les couleurs, les odeurs. Donc, dans ce cas-là, l'instrument de mesure, l'instrument de découverte, c'est l'être humain lui-même. Ça veut dire qu'on redonne sa place à l'être humain qui devient véritablement le principal instrument de connaissance scientifique. Alors évidemment, il se pose toute la question de l'objectivité et de la subjectivité. Ça prendrait du temps d'en débattre. Je n'aurai pas le temps de le faire ici. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand on fait un travail avec un groupe de personnes devant une plante, si on se met à 20 personnes à observer une plante pendant une journée, la même plante, à la dessiner, à l'observer, à la goûter, à la sentir, à la regarder dans différentes situations, et qu'ensemble on essaye ensuite de recréer cette plante entre nous, c'est-à-dire de se dire quelle est la nature profonde de cette plante, quel est son aspect vivant, son essence. Et il se passe vraiment une expérience intéressante et chacun a l'impression qu'il a touché du doigt un aspect de la plante et qu'il porte un peu la plante en lui. C'est-à-dire qu'il a commencé à l'intégrer, à la connaître, comme on fait connaissance avec une personne, en fait. Vous savez bien, quand on rencontre une personne la première fois, il y a une première rencontre et peu à peu, en s'approchant de la personne, en échangeant, au fil des rencontres, on fait connaissance véritablement et on a l'impression que cette personne fait d'une certaine manière un peu partie de nous, elle est avec nous. Dans notre esprit et dans notre âme, on pourrait dire. Et de la même manière, on peut faire ça avec les plantes. C'est-à-dire, c'est une autre manière de comprendre les plantes en s'approchant d'elles en tant qu'être vivant. Donc, justement, pour vous montrer cette approche de Goethe, vous l'évoquez, on peut dire évidemment, on peut observer de deux manières les plantes. D'une manière comme un objet, simplement. Et là, on regarde les différents organes des plantes et leurs fonctions. C'est ce qu'on a tous appris, ce qu'on apprend. Les racines, fonction de prélèvement de la sève. La tige, fonction qui permet de faire circuler la sève. Fleurs et fruits, fonction de reproduction, etc. Mais si on ne regarde la plante que comme un ensemble de fonctions, on pourrait dire qu'on réduit la plante à une machine. Et c'est ce qu'on fait. On fait de la phytotechnie, la technique des plantes. La manière complémentaire qui nous permettrait d'approcher l'aspect vivant de la plante, c'est de la regarder comme un processus, ce que vous voyez à droite, donc, comme un processus qui se déroule dans le temps. Et dans ce cas, on ne porte plus l'attention sur les parties, mais sur le lien entre les parties. D'un côté, on regarde les parties, les organes, et de l'autre côté, on regarde le lien entre les parties. C'est deux approches complémentaires. Pour regarder véritablement une plante, pour comprendre véritablement une plante, il faut aussi la regarder elle-même, mais la regarder dans son milieu. Alors là, vous avez une plante donc qui n'est absolument pas de la vigne. On va quand même y arriver après, mais je vais commencer par d'autres plantes. Ici, vous avez une plante qui est une renoncule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement exercer ce que je disais avant. On peut regarder les organes séparément, dire, oui, tout ça, ce sont des feuilles. Là, il y avait une racine, on ne la voit pas beaucoup. Bon, il y a un bulbe. Et là, il y a des fleurs. Les feuilles ont pour fonction essentiellement l'assimilation chlorophyllienne, la racine, le prélèvement de la sève, la fleur, la pollinisation. Si j'exerce la deuxième manière de voir, ce que je vais faire, c'est que je vais observer
la biographie de la plante. Je vais observer le lien entre les parties, comme je le disais avant, et grâce à l'observation du lien entre les parties, si je regarde les organes les uns après les autres, je m'aperçois que la plante me raconte son histoire, sa biographie. Regardez, ça c'est la feuille la plus ancienne sur cette plante. Elle est assez ronde. La feuille qui est apparue ensuite est déjà plus grande, plus découpée. La feuille qui est apparue ensuite plus haut sur la tige est encore plus grande et beaucoup plus découpée, plus de forme. Je continue sur ma tige. Vous voyez que la feuille suivante n'a plus du tout de pétiole, est collée contre la tige, et encore plus découpée, tout finement ciselée. Je continue sur la tige. J'ai une feuille qui est réduite à des lanières, et tout en haut, il me reste une petite feuille en 3 lanières, toute fine, et ensuite plus rien. Et puis quelque chose de tout nouveau, apparemment, coloré, jaune, avec une forme particulière, 5 pétales. En faisant ça, en fait, si je porte l'attention sur le passage d'une feuille à l'autre, je m'aperçois que je rentre par mon observation, en créant intérieurement le lien. J'essaye de... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les feuilles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus découpées, puis à nouveau, elles diminuent de taille, elles deviennent plus petites, mais elles sont toujours plus ciselées, toujours plus structurées. Ce que je décris là, c'est un mouvement que je ne vois pas, mais que je peux penser, mais que pourtant la plante a dû faire. D'une certaine manière, ce mouvement est présent. On peut dire que c'est un mouvement formateur qui est à l'origine des formes. Et en fait, en faisant ça, par cette méthode, on remonte des formes de ce que l'on perçoit par nos sens, on pourrait dire aux forces, ce qui a donné naissance aux formes. Si vous regardez un potier en train de faire une poterie, vous verrez bien qu'il y a d'abord des forces. Puis si vous touchez les muscles du potier, vous allez voir qu'il met beaucoup d'énergie pour faire son pot sur le tour, et ensuite vous avez une forme. Et là, l'hypothèse de Goethe, c'est de dire, à partir d'une observation très fine des formes, des couleurs, des odeurs, évidemment, qu'il faudrait ajouter, on peut approcher les forces vivantes qui ont modelé la forme, qui ont donné naissance aux formes. C'est un raccourci, on va dire, très rapide, évoquant la méthode de Goethe. Et en disant ça, en fait, je vous montre comment Goethe a vraiment cherché une science du vivant, Goethe, le Galilée du vivant. Et pour cela, en fait, s'est exercé à être le plus précis dans l'observation des détails, des phénomènes, et ensuite penser le lien, découvrir par la pensée. On ne peut pas faire autrement. Si je compare 2 feuilles, je le fais par ma pensée. Par ma pensée, trouver le lien qui mène d'une forme à l'autre, mais je ne me contente de reproduire ce que la plante a fait réellement. Je ne fabule pas d'hypothèse, je me contente de suivre le chemin qu'a réellement suivi la plante. Voilà, donc cet aspect-là qui a tenu beaucoup à Goethe, et Goethe a donc, dans sa recherche de ce qu'il a appelé la plante originelle. Pour Goethe, la plante originelle, c'est le principe formateur des plantes. Là, on vient d'en évoquer un petit aspect, on va le détailler un petit peu. Mais on pourrait dire que la méthode, c'est de saisir un peu le principe du végétal, le principe fondamental vivant qui est présent dans chaque plante. Pour Goethe, la question principale dans sa rencontre, dans son observation du végétal et sa compréhension du végétal, c'est de se dire qu'est-ce qui me permet, quand je me promène dans la nature, de dire immédiatement ça c'est une plante, même si c'est une plante que je ne connais pas du tout. C'est bien qu'il y a un principe commun à toutes les plantes. Qu'est-ce que c'est que ce principe commun? Là, je viens de vous en évoquer une partie. C'est par exemple cette métamorphose, le fait qu'il y ait une force, la force du végétal, qui donne naissance à une succession d'organes, à tout un ensemble d'organes, qui apparaissent les uns après les autres dans le temps, qui s'extériorisent et qui ont des formes différentes. Alors, un deuxième aspect, évidemment, pour comprendre la plante, qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une plante, ça n'existe pas tout seul. Une plante, vous l'avez vu, c'est quelque chose qui s'exprime dans le temps, je viens de le montrer avant. C'est aussi quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas entier si je ne le regarde pas dans son environnement. Je ne peux pas comprendre une plante si je ne la regarde pas dans son environnement réel, concret. Donc si je vous montre des plantes comme ça, extraites de leur environnement, c'est abstrait. C'est volontaire, c'est pour provoquer. Une question intéressante, quand on a un peu plus de temps, on fait ça avec les étudiants, on leur demande
enfin je leur demande, est-ce que vous pouvez deviner la plante, où pousse la plante de droite et où pousse la plante de gauche? Est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel type de sol, dans quel type, est-ce que la plante de droite, par exemple, a un sol riche ou un sol maigre? Est-ce qu'elle a beaucoup d'eau ou le sol est sec et l'air est-il sec? Est-ce qu'elle reçoit beaucoup de lumière et est-ce qu'elle reçoit beaucoup de chaleur? Même question pour la plante d'à côté. Et avec un peu d'exercice, en approfondissant ces aspects-là, on s'aperçoit que finalement, effectivement, la plante est vraiment aussi un reflet de son environnement. Avec un peu d'exercice, on arrive à comprendre et ça devient évident que cette plante est une plante qui pousse dans un milieu plutôt humide, plutôt riche, un sol riche. Vous voyez comment les tiges sont très souples, elle est quasiment rampante, elle a des feuilles très amples, qui peuvent rappeler des feuilles de nénuphar, et souples, des feuilles souples, des tiges souples, rondes. Elle pousse aussi dans un milieu plutôt ombragé. Et de l'autre côté, on s'aperçoit, on peut découvrir en s'exerçant que cette plante est une plante qui pousse dans un milieu très sec, très pauvre, caillouteux, calcaire, et très lumineux, en pleine lumière. Donc on a un contraste. Et là, tout de suite, c'est intéressant de se dire, tiens, la vigne, quand je regarde les vignes, la vigne, à laquelle de ces deux plantes elle ressemble le plus? En fait, la vigne ressemble plus à ces plantes-là, à celle-là. La vigne est une liane, donc une plante qui s'étend dans l'espace largement, pas du tout une plante qui se contracte, qui se resserre, qui est resserrée sur elle. La vigne sauvage, ou la vigne, si je la laisse pousser comme elle le veut, toute seule, elle a plutôt cette tendance. C'est-à-dire d'être une plante qui vraiment s'étend dans l'espace, va loin, fait des feuilles plutôt amples, plutôt larges, portées par des longs pétioles, donc une plante qui a une tendance horizontale très marquée. De manière intéressante, la vigne, qui est une plante de milieu, de bordure de forêt, de milieu forestier, une liane héliophile qui pousse à travers les arbres, en fait, dans son milieu naturel, sur un sol riche, très fertile en humus, plutôt humide, frais. On l'a transposée, on la cultive dans un milieu qui correspond au milieu de cette plante-là. En fait, la vigne cultivée est cultivée dans des terrains plutôt arides, plutôt en plein soleil, en pleine lumière, et effectivement, on transforme une liane en quelque chose qui ressemble à ça. Ça pose un certain nombre de questions. Jusqu'où peut-on transformer cette plante? Jusqu'où peut-on l'accompagner, modifier son environnement? Et que faut-il faire pour que dans cet environnement complètement créée par l'homme, elle puisse développer au mieux ses qualités sans être complètement atrophiée? Donc là, c'est des outils d'observation pour le moment que je vous présente. Voilà. Très rapidement, on peut aller plus finement dans ces observations et s'apercevoir qu'effectivement, une plante est vraiment le reflet de son milieu. Vous voyez ici la même plante en haut, à la lumière. Cette plante fait peu de feuilles, enfin, les feuilles représentent une partie peu importante de la plante et la partie florale, l'inflorescence est très importante. À l'inverse, à côté, si la plante est plus à l'ombre, les feuilles représentent une part beaucoup plus importante de la plante et les fleurs une partie moins importante. Donc on pourrait dire que l'ombre renforce la partie végétative des feuilles, la lumière renforce la partie florale. C'est une information très intéressante parce qu'en agriculture biodynamique, on travaille avec deux préparations biodynamiques, deux substances qui peuvent renforcer l'influence de l'ombre ou renforcer l'influence de la lumière. Pour citer clairement, la silice de corne, cette préparation en base de silice, agit en renforçant la capacité de la plante à utiliser la lumière, c'est-à-dire qu'on décale, une plante qui aurait une tendance, comme ici, à ne pas faire assez d'inflorescence, des inflorescences trop peu développées, en lui apportant de la silice, on peut l'orienter dans cette direction, renforcer cette capacité à développer des fleurs, des inflorescences. Voilà, ça je vais passer brièvement, c'est pour vous montrer que dans la métamorphose qu'on a vue avant sur notre plante, il y a 4 forces principales. Donc dans la métamorphose des feuilles, de la racine jusqu'à la fleur. Et la vigne, les feuilles de vigne sont vraiment placées dans ces deux types du centre. On a affaire chez la vigne à une plante qui a tendance vraiment à développer les feuilles, on va dire, les plus amples possibles, les plus structurées possibles. On va voir qu'il y a certains cépages ont des feuilles beaucoup plus rondes, qui sont dans la tendance de l'eau, et d'autres feuilles
d'autres cépages ont des feuilles beaucoup plus structurées qui sont plutôt marquées par la tendance de la lumière et de la chaleur. Voilà, donc pour évoquer la vigne qui a toujours envie de redevenir liane, quoi qu'on fasse, hein, évidemment. On la coupe, on la rogne, on lessime, mais elle souhaiterait, on pourrait dire que c'est une plante qui cherche toujours à être liane, donc il y a une tendance, on pourrait dire périphérique, à aller toujours vers la périphérie, à s'étendre dans l'espace, une tendance très marquée à s'étendre dans l'espace. Voilà, la vigne dans le paysage, hein, c'est intéressant de voir ce qu'elle apporte comme qualité, qu'est-ce qu'elle peut amener. Et on peut se poser la question, quand on regarde une plante à la manière de Goethe, quand on voit une plante qui est comme la vigne, une liane qui a tendance à s'étendre vraiment, est-ce qu'on peut, par le paysage, par la diversité qu'on apporte, peut-être compenser un petit peu cette tendance extrême de la vigne, hein, qui est vraiment de s'étendre, de s'étaler, par exemple par des graminées, des céréales, par des plantes qui sont beaucoup plus centrées, beaucoup plus verticales, beaucoup plus rigides, qui ont un tout autre caractère. C'est ce qui se faisait traditionnellement, on cultivait très souvent vignes et céréales ensemble. Je vais vous donner un certain nombre d'observations un petit peu plus détaillées sur la vigne. Si on regarde la plupart des plantes, en général, les plantes font d'abord, quand une plante commence à pousser, elle commence par une graine. Et ça, c'est vraiment important pour la plante. C'est une vraie question pour la vigne. Est-ce qu'on a encore des pieds de vigne, des porte-greffes qui peuvent provenir de pépins? Pourquoi c'est important? Parce que si je regarde la plante à la manière de Goethe, je vais m'apercevoir que la graine est le moment où la plante se concentre au maximum en un point. Certaines graines sont miniaturisées, c'est-à-dire que la plante est totalement intériorisée sur elle-même, elle n'est plus en relation avec son environnement proche, et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le moment où la plante se régénère à son identité, à son espèce. C'est connu en botanique, c'est pas du tout quelque chose spécifique à la biodynamie. On sait que si on veut éliminer des maladies, des mutations problématiques, des viroses, il faut passer par la graine. La multiplication végétative, bouture, marcottage, ne permet pas du tout ça. Si vous multipliez une plante simplement de manière végétative, en fait, vous utilisez toujours la même plante. Un clone, si vous avez un clone, c'est en fait une plante unique que vous tirez à l'extrême. C'est comme si vous demandiez à une personne d'en faire toujours plus. Et elle n'a aucun moment pour se ressourcer, pour se concentrer. En français, il y a une expression fantastique qui dit l'équivalent pour l'être humain de ce que fait la plante quand elle fait une graine. On dit faire le point. Il faut que je fasse le point. Ça veut dire qu'il faut que je me concentre, savoir où j'en suis. La plante a besoin de faire le point. Et c'est une vraie question pour la vigne. Je vais poser des questions, je n'ai pas de réponse pour le moment. Mon but, c'est d'ouvrir et d'amener des questions. Et à partir de ce point, toute plante fait une verticale, un axe vertical. Et dans cet axe vertical, la graine forme un pivot, donc une racine qui va en profondeur. Ça aussi, grande question pour la vigne, elle ne peut pas faire de pivot si on ne part pas d'un pépin. C'est un axe très important qui permet à la plante de s'orienter vraiment vers le centre de la terre, et ensuite elle fait une tige verticale. Toute plante fait ça, avant ensuite de devenir liane, de s'étaler dans l'espace. Et vous voyez que la jeune vigne fait ça. Si vous plantez un pépin, vous voyez que la vigne fait, évidemment, on ne voit pas bien le pivot là, mais bon, vous pourrez le voir si vous faites l'expérience. Elle fait une tige bien verticale, la jeune vigne est assez érigée, n'a pas encore de vrille, c'est ce qui est sorti d'un pépin en première année. Elle se comporte, et comme toutes les plantes, hein, ici vous avez 2 feuilles cotylédonaires, et vous avez cette tige verticale, et les feuilles de la vigne juvénile sont en spirale autour de la tige, ce que vous voyez ici. Donc, comme la plupart des plantes, on a l'axe et une spirale de feuilles. Et ensuite, que se passe-t-il chez la vigne? Sur les tiges adultes, donc capables de porter des fleurs et des fruits, les feuilles deviennent opposées, face à face. C'est-à-dire que si on considère que les formes observées sont le reflet de force, il y a quelque chose de tout nouveau qui apparaît dans la vigne. J'ai d'abord une spirale de feuilles autour de la tige, et puis à partir du moment où la vigne va arriver à maturité, va devenir adulte, capable de faire des fleurs, les feuilles sont opposées, donc la plante se met dans un axe. Donc on a quelque chose de nouveau qui apparaît ici. Là, je reviens un petit peu sur cette observation des formes. On va observer un certain nombre de phénomènes. Donc quand la vigne se développe, pousse,
c'est toujours très intéressant de regarder les formes des feuilles. Et vous savez qu'il y a des cépages avec des feuilles très lobées. On pourrait dire, à l'image de tout à l'heure, ici c'est les forces de la lumière qui façonnent, qui découpent plus fortement la feuille. Et on a des formes souvent assez structurées, assez symétriques. Et j'ai d'autres cépages, comme le Gewürztraminer ou d'autres cépages, où j'ai des feuilles très amples, presque rondes, et qui quelquefois perdent leur forme. Qui perdent leur forme ou qui sont boursouflées. J'ai deux tendances différentes. On pourrait dire ici, le risque à l'extrême, c'est d'être trop découpé, de ne plus avoir assez de matière si je pousse cette tendance à l'extrême. Une tendance au dessèchement, on pourrait dire, si je suis trop extrême dans mes interventions ou si les conditions sont trop extrêmes. La feuille est trop découpée, on a une tendance au dessèchement. Trop de forme, pas assez de matière. De l'autre côté, à l'inverse, on le devine ici, il y a des endroits boursouflés, il y a des endroits où en fait on a l'impression qu'il y a trop de matière, la matière déborde et la forme n'arrive plus à maintenir cette matière. C'est évidemment une manière particulière de penser, hein, mais qui part de l'observation directe. Je regarde les formes et je me pose la question comment ces formes se sont créées et quel est le rapport entre forme et matière. Et c'est un indicateur très, très intéressant pour essayer d'évaluer l'état de santé de ma vigne. Quand je vois ces boursouflures, ça m'indique qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas tout à fait en ordre chez la plante. Par exemple, qu'il y a un excès de matière, peut-être de substances, d'azote soluble, de sels minéraux qui sont arrivés par les sèves et qui ne sont pas encore transformés par la plante. Ce qui va amener le plus souvent des maladies cryptogamiques, ce qui est le terrain favorable aux maladies cryptogamiques en fait. Et quand je vois ce genre de situation, là c'est pas extrême, c'est pas problématique, mais quand je vois cette situation, tendance à un excès de matière, là aussi en biodynamie, on va pouvoir prévenir cela, par exemple avec l'emploi de la silice. Donc on a des indicateurs fins. C'est intéressant quand on regarde différents cépages. J'ai pris ça dans un livre des éditions Ferret, par hasard, c'est juste pour vous donner envie de regarder. On peut voir une certaine relation entre les formes des feuilles. À gauche, vous avez des feuilles de cépages blancs, qui sont des feuilles plutôt très entières, très rondes, tendance trop de formes quasiment. À droite, vous avez des feuilles de différents cépages de rouge. Je ne fais pas une généralisation, je vous donne simplement cet exemple pour vous inciter à observer. Et là, à droite, avec le rouge, les cépages rouges, vous avez des feuilles beaucoup plus ciselées, beaucoup plus découpées. Y aurait-il une relation entre la découpe des feuilles, qui indique une plus grande structuration, et le fait que la plante a aussi forme du raisin rouge, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de plus coloré? Pour comprendre ça, il faut peut-être que je vous dise, j'ajoute un élément, c'est qu'en fait, si on regarde dans la plante, pas la vigne particulièrement, mais la plante de manière générale, la fleur est l'endroit où apparaissent les couleurs, où apparaissent les composés secondaires, où apparaissent les arômes, à partir de la fleur et ensuite dans le fruit. Avant la fleur, dans la feuille, on a très peu de formation d'arômes, de composés secondaires. Et là, donc, je fais le lien entre du raisin blanc qui a un côté plus végétatif aussi, en tant que raisin, en tant que fruit, plus vert, plus proche de la feuille, on pourrait dire, et du raisin rouge qui a beaucoup plus de pigments, beaucoup plus de composés secondaires, beaucoup plus de substances florales, on pourrait dire. C'est plutôt une piste de réflexion et d'observation. De quoi s'agit-il? Là, c'est typique de la méthode goethéenne, c'est de rapprocher, de mettre en relation différents phénomènes observés et d'essayer de voir si ces phénomènes s'expliquent les uns les autres. Voilà, si on regarde de manière plus précise la croissance d'un pampre, donc d'un pampre d'une vigne adulte, hein, là on voit bien qu'on a ces feuilles opposées, face à face. Voilà, là on a le développement, qui est quand même une très belle, quelque chose d'intéressant. Ah, l'image n'est pas du bon côté, mais voilà, il faut basculer un petit peu par la pensée. Vous avez les différentes phases de développement de la feuille. Alors là aussi, on a l'habitude en viticulture de connaître, de dire il y a différents stades phénologiques, des repères phénologiques de la plante. Ce qu'on va essayer de faire avec l'approche goethéenne, c'est d'aller au-delà de cela et de regarder véritablement, d'essayer à nouveau, comme on l'a fait pour la renoncule tout à l'heure,
de rentrer dans le mouvement. Que se passe-t-il si je regarde maintenant ce stade tout jeune? Là, il faut prendre la loupe. Hein, ce stade fermé, on a l'impression d'avoir comme un petit embryon, une petite main fermée, c'est très touchant comme geste. Les tissus sont encore très tendres, méristématiques, et peu à peu, cette espèce de main va s'ouvrir, et vous voyez que ce sont d'abord les formes, les nervures qui sont très marquées, et ensuite, peu à peu, la matière va remplir la forme. Là, on apprend quelque chose de très intéressant sur l'origine. La formation d'un organe, on peut le voir sur beaucoup de feuilles, évidemment, c'est que la forme précède la matière. Une feuille, c'est pas simplement des molécules ou des cellules qui s'assemblent comme ça. Non, il y a une forme d'abord, il y a un plan, il y a une forme bien précise. La forme est là, déjà, dès le début, en miniature. Toute la forme est là, et ensuite, peu à peu, la matière va remplir la forme. Et à la fin, la feuille va s'étendre dans l'espace en formant ce pétiole qui s'étend. Ça, c'est aussi une image là, des travaux qui ont été faits au Goetheanum, à l'Institut de recherche du Goetheanum, par un de mes professeurs, Bockemühl. C'est très intéressant d'observer les différents stades. Ici, ces grandeurs, les proportions sont respectées. Le premier stade de développement d'une feuille, c'est les différents stades de développement d'une seule feuille de vigne. Vous voyez comment on a beaucoup de formes au début, donc quelque chose de très marqué, et ensuite, peu à peu, la feuille se remplit, la matière se déploie. Et qu'est-ce qui arrive en fait? C'est que souvent, par exemple avec l'agriculture conventionnelle ou même avec un excès de fertilisants, on peut arriver à aller plus loin que ça, et il y a tellement de matière que finalement la forme est perdue. La découpe de la feuille, la structuration de la feuille est perdue. On peut dire c'est anecdotique, non, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Pour Goethe, tout ce que la plante nous montre par ses formes, ses couleurs, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau des substances. Donc il suffit de regarder pour savoir ce qui se passe dedans, au niveau de la santé de la plante. Si par exemple j'allais plus loin et que je perdais la forme ici, qu'il n'y avait plus de découpe, j'aurais une plante qui a un terrain favorable à toutes les maladies possibles, parce que justement, la substance n'est plus suffisamment structurée, organisée. En bas, vous avez l'équivalent inversé. Ce sont tous les différents stades donc, de croissance de cette feuille du bout sont présentés et ont été mis tous à la même échelle. Ça, c'est bien sûr moins d'1 millimètre. Ça, c'est un petit peu plus grand. Et vous avez quelque chose de très, très intéressant, très touchant. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas simplement pour faire de la botanique, c'est pour essayer de comprendre la plante de l'intérieur, de rentrer dans ses processus de vie. Voilà, donc pour vous montrer qu'évidemment la vigne, quand on la laisse, elle retrouve son caractère de liane. Elle a quelque chose aussi de très particulier, la vigne, contrairement à beaucoup d'autres plantes. Vous avez tous les pampres, évidemment, ici, avec les feuilles opposées. C'est que c'est l'une des seules plantes que je connaisse qui est à la fois sur un sarment, vous avez des bourgeons, évidemment, qui vont donner les pampres, mais en même temps, vous avez des bourgeons secondaires qui vont donner des entrecœurs, et vous avez encore, si possible, des bourgeons dormants. C'est une plante qui a beaucoup plus de bourgeons et beaucoup plus de capacité de se développer de manière végétative que toute autre plante. La plupart des autres plantes, y compris les plantes ligneuses, sur une tige principale, il y a des bourgeons à l'aisselle des feuilles, un bourgeon, et c'est tout. Il n'y a pas une multitude de bourgeons comme chez la vigne, qui a les bourgeons des entrecœurs qui vont pouvoir se déployer, plus des bourgeons dormants encore qui pourraient se déployer aussi le cas échéant. Donc il y a une espèce de multitude. La vigne est une plante qui a une capacité, une volonté de se déployer dans l'espace, de s'extérioriser, une puissance végétative énorme comparée à beaucoup d'autres plantes. Ce qu'on voit là, si on la laisse monter, en une année, ça monte, ça pousse et ça s'étend dans tout l'espace. Et c'est une plante qui a justement cette tendance à aller à la périphérie très marquée. Vous voyez ça ici. Hein. Si on a les rameaux, on laisse pousser les rameaux de vigne sur une souche non taillée, vous voyez comment la plante veut occuper tout l'espace, faire une espèce de tissu, de treille, de tissu qui va couvrir en fait. Ça vient de son origine de plante de lisière, évidemment. Mais c'est important à comprendre ça pour réfléchir à nouveau à la taille, ce qu'on fait. Regardez cette tendance, on dirait que c'est un conifère à l'envers. C'est plus la vigne pousse vers le haut, plus elle va s'étendre dans l'espace, plus elle a une volonté de s'étendre et de s'élever. Voilà, alors quelque chose d'assez particulier chez la vigne, c'est qu'il y a bien sûr
trois parties. Hein. Il y a la partie sur un rameau, hein, donc sur un pampre. On a du vieux bois, la partie lignifiée, donc c'est évidemment une plante ligneuse, on sait ça. On a la partie âgée. Et ce qui est très particulier pour moi en tant que botaniste, qui ne suis pas spécialiste de la vigne, qui compare avec d'autres plantes, c'est qu'en fait la vigne est capable de faire des fleurs ou des grappes, et après les fleurs, au-delà des fleurs, à nouveau des feuilles. Si vous vous souvenez de ma petite renoncule, si je regarde la plupart des plantes, après la fleur, il y a un arrêt complet de la croissance chez les plantes, chez la plupart des plantes. Il y a quelques exceptions, mais justement, ces exceptions nous montrent qu'il y a un caractère particulier. En général, la plante, quand elle arrive à la fleur, diminue la taille de ses feuilles. Vous vous rappelez la renoncule, le bouton d'or, diminue la taille de ses feuilles. Il y a une dévitalisation de la plante et la fleur peut s'exprimer. Chez la vigne, pas du tout. La vigne commence quasiment par faire ses fleurs, on va dire, et ensuite repart en faisant des feuilles et en faisant des vrilles. Donc on pourrait dire que la floraison chez la vigne n'arrête absolument pas, ne dévitalise absolument pas la plante. C'est comme si la floraison était faite sur le côté, puis la plante, la puissance végétative, ce qui forme les feuilles et les tiges, est telle que la vigne poursuit sa croissance. Toujours. Il faudrait revenir encore plus en détail là-dessus, mais on pourrait dire de manière un peu simple que certains botanistes comprennent ces rameaux de vigne comme en fait un empilement de rameaux successifs. Voilà, vous voyez cette théorie, hein, la théorie sympodiale. On pourrait considérer qu'ici on a affaire à un premier rameau qui est arrêté par la vrille, qui se termine par la vrille. Ensuite, on a un deuxième rameau en gris, un troisième rameau en gris. On a des vrilles, ça pourrait être des fleurs, hein, vous savez. Je pense que vrille et fleurs, c'est équivalent pour la vigne, ce qui est aussi quelque chose de très très particulier. C'est du point de vue de la botanique, c'est très étonnant. Si je regarde la plupart des autres plantes, les autres plantes font des vrilles avec des feuilles, font des vrilles avec des tiges, mais jamais avec des fleurs. Parce que la vrille est un organe très tendre, très jeune, très malléable, alors que la fleur est en général l'organe final de la plante. Donc on a un antagonisme. Ce qui, si je veux vous donner juste une piste de réflexion, ce qui nous amènerait à dire que chez la vigne, la fleur reste à un stade très très jeune, très juvénile, très embryonnaire. Elle n'est pas du tout représentative des fleurs que l'on a chez d'autres plantes, où la plante s'extériorise, se manifeste toutes ses qualités dans la fleur. Chez la vigne, c'est vraiment beaucoup moins le cas, puisqu'elle a encore une capacité à poursuivre son développement végétatif après, longtemps après. Voilà. Ce geste des vrilles est aussi très intéressant. Hein. Si vous regardez les divisions des vrilles par deux, puis quand il y a des vrilles triples, donc ce geste assez très touchant, hein, des vrilles qui s'accrochent, si elles ne s'accrochent pas, qui peuvent tomber chez certains cépages, hein, qui ne se lignifient que s'ils sont efficaces. Voilà, on voit ici très bien comment fleurs et vrilles sont équivalentes, puisqu'on trouve assez souvent des vrilles portant des fleurs ou des fleurs portant des vrilles. Hein. Ce qui nous permet de saisir mieux le caractère de la fleur de vigne, de l'inflorescence de la vigne. Hein. Voilà, on voit très bien ça ici. Donc une fleur très embryonnaire, très jeune, et vous savez bien, elle est verte, elle est aussi cachée plutôt sous la feuille du dessus, elle a son petit chapeau vert. Voilà, hein, vous voyez. Donc beaucoup d'éléments particuliers. Là, je fais l'exercice que propose Goethe, de partir de la plante originelle, de ce qui est commun à toutes les plantes, et de voir en quoi la vigne est vraiment particulière, est vraiment originale, est vraiment un peu extrême, hein, caractère extrême, spécifique. C'est une fleur qui ressemble à un petit bourgeon vert, en fait. Et jamais on a l'impression d'avoir un geste véritablement floral, puisqu'elle a son capuchon, l'eucalyptre. Les pétales sont restent fermés vers le haut, tout va tomber, et puis on a ce petit disque avec du nectar, intéressant pour les insectes. Hein. Donc ça, c'est un côté floral, le côté nectar. Mais globalement, on a plutôt l'impression que c'est un bourgeon, quelque chose qui reste toujours à l'état de bourgeon, si je montre à quelqu'un qui ne connaît pas la vigne. Alors, je ne veux vexer aucun viticulteur en disant que je ne dis pas que la vigne n'a pas des belles fleurs, mais je ne pense pas que vous ayez un grand succès en offrant un bouquet de fleurs de vigne. Par contre, si vous offrez des grappes de raisin, vous allez avoir beaucoup plus de succès. Essayez, puis voilà. Voilà, là on a le stade d'ensuite, hein, les petits grains se forment, et on a encore quelque chose qui rappelle beaucoup des bourgeons, hein, toujours.
Donc on peut percevoir, et on a une grande quantité, en fait, potentiellement, on a toujours une très grande quantité de grains possibles, et un certain nombre seulement deviendront véritablement des baies. Hein. Mais on a une grande puissance végétative, tout ça reste très vert, et après on arrive à la baie, qui, elle encore, qu'elle soit blanche ou rouge, a un caractère, en tout cas à l'intérieur, pas dans l'épiderme, dans la peau, mais à l'intérieur un caractère encore très végétatif, très aqueux. C'est plein de jus, c'est très aqueux, donc un caractère plein de vitalité encore. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'une des particularités de la vigne avec laquelle il faut travailler, qu'il faut essayer de comprendre et d'approfondir, c'est ça, c'est justement une plante qui a une vitalité phénoménale. Cette vitalité n'est absolument pas arrêtée par la fleur comme chez d'autres plantes, où la plante est dévitalisée par la fleur. Chez la vigne, la fleur est un stade intermédiaire, mais on pourrait dire que la vitalité, la force végétative poursuit, traverse la fleur et va se déverser complètement, va se déverser en fait dans le raisin, dans les grains. Et là, toute la question, c'est justement de gérer cet excès de vitalité, cette vitalité qui pourrait être excessive, pour éviter que le raisin pourrisse, puisque c'est aussi le stade où on a des maladies. On a le stade des feuilles, où on a tous les problèmes de maladies. On a le stade des raisins, où on peut avoir le problème des maladies cryptogamiques, qui montre bien que là, on a affaire à une grande force végétative qui fait irruption dans le fruit, et qu'il faut arriver à maîtriser, en fait, à maintenir. Et on a quelque chose de très intéressant, évidemment, c'est ces pépins à l'intérieur qui sont très secs, très durs, et avec de l'huile, ce qui est un grand contraste par rapport à l'ambiance aqueuse du pépin, hein, qui a aussi des propriétés très intéressantes. J'évoque ça parce qu'en fait, la vigne n'est pas seulement une plante intéressante pour le jus de raisin et pour le vin, c'est aussi une plante intéressante en tant que remède. Elle a certainement un rôle d'avenir aussi très important. En tant que remède, on peut faire des remèdes à partir de différentes parties de la plante, à partir du vin, à partir du vinaigre, à partir des feuilles de vigne qui sont très vitalisantes pour le foie. Donc voilà, la baie de raisin, quelque chose de particulier. Pour terminer cette petite esquisse, essayer d'aller vers la fin parce que le temps va vite, toujours. J'en ai toujours 10 fois trop à dire, mais c'est comme ça. Je voulais évoquer un petit peu, montrer ces tableaux de Vincent van Gogh, hein, qui est un peintre qui a été très touché par la nature, qui a été très touché par les plantes du sud de la France en particulier. Enfin là, c'est dans le sud de la France. J'ai vu récemment 2 tableaux de vignes. Vous voyez ici une vigne taillée en gobelet, je pense, hein, et vous voyez la tendance de cette plante. Hein. Vous pouvez peut-être saisir un peu. Les artistes ont vraiment la capacité de saisir le caractère de la nature, peut-être de manière plus fine, plus intime que nous, ou que simplement une approche réductrice, on va dire, parce que la chance qu'ont les artistes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'objectif utilitaire. Ils regardent la nature telle qu'elle est pour essayer de la représenter telle qu'ils la perçoivent, mais ils n'ont pas de visée utilitaire. La plupart du temps, les autres, nous tous, on a une visée utilitaire. On veut avoir le meilleur vin possible, on veut avoir un maximum de rendement, on veut avoir suffisamment de bois dans la forêt, on a toujours un objectif utilitaire qui nous réduit beaucoup le regard. Il y a 2 problèmes aujourd'hui, on pourrait dire, ce qui réduit le regard, c'est d'un côté de se limiter à l'aspect de la mesure. Si c'est pas mesurable, ça n'existe pas. Ou l'autre chose, je regarde d'un point de vue utilitaire. Et les artistes ont cette chance d'être complètement libres, et ils nous disent quelquefois des choses très touchantes. C'est pas par hasard que tout le monde va voir les tableaux d'artistes, hein, je pense, hein, pour se sent ressourcer en sortant. Et vous voyez, voilà une autre vigne, mais vous voyez comment Van Gogh a représenté la vigne, qui est peut-être vraiment un caractère de cette plante. C'est une plante qui, en fait, sort de terre, surgit de terre, forme toute cette armature ligneuse, donc ses sarments, son bois, et son bois qui peut devenir sec et très sec, puisque l'écorce se desquame, pèle. Donc elle est soumise d'un côté à ce processus végétatif très puissant, lié à l'eau, hein, la puissance végétative, et de l'autre côté, elle est soumise à un processus de dessèchement en vieillissant, à l'automne. Là, on voit ces 2 aspects, hein, le bois ici, et les feuilles massives, la profusion végétative de la plante qui s'étend dans l'espace, qui s'étale, mais qui n'arrive pas à se tenir debout elle-même. Donc on a affaire à une plante qui, on pourrait dire, s'élève de terre, élève la terre au-dessus d'elle-même,
Là, il y a une indication qui demanderait un développement plus long de Rudolf Steiner qui explique que finalement le tronc des arbres, le bois des arbres, c'est de la terre surélevée. D'autres botanistes le confirment tout à fait. On peut comprendre ça. Si vous allez aux îles Canaries, j'étais aux îles Canaries il y a 3 semaines, vous verrez comment nos pissenlits ou nos laitrons, certaines des plantes qu'on a ici, qui sont en rosette, au ras du sol, se retrouvent perchées sur des troncs. Chaque année, la rosette s'élève. Donc on pourrait dire que finalement, le support de vie de la plante s'élève. Donc la terre en tant que support de vie, pas la terre morte minérale, mais la terre en tant qu'environnement dans lequel les racines puisent, avec lequel les racines sont en lien, cette terre s'élève. Et donc on considère maintenant, de plus en plus de botanistes considèrent les troncs des arbres, les troncs des arbustes comme de la terre surélevée, et les bourgeons, de ce point de vue-là, sont considérés alors comme des graines. Chaque année, chaque bourgeon de votre vigne, c'est comme une graine sur le sarment, sur le bois. Je dis ça parce que c'est aussi un élément très intéressant que j'ai oublié d'indiquer en parlant des graines. Hein. Le bourgeon, on peut aussi vraiment réfléchir comment travailler sur les bourgeons, comment travailler à la régénération de la vigne par les bourgeons, parce qu'on a un moment où la plante fait le point, se concentre, se contracte dans les bourgeons d'hiver. Donc comment avoir des bons bourgeons bien fermés en hiver, qui se concentrent au maximum, et peut-être y a-t-il des pistes pour régénérer la vigne par les bourgeons. Mais pour revenir à ce que je voulais dire en synthèse, hein, la vigne, véritablement, on peut dire que c'est une plante donc, qui élève la terre vers le ciel, qui tente de s'élever toujours plus vers le ciel. En tant que liane, elle n'arrive pas à le faire toute seule, donc on la transforme en la taillant en petit arbre, en fait, en la soumettant à beaucoup de lumière, à beaucoup plus de lumière, à une ambiance beaucoup plus sèche que son milieu naturel. On la transforme en une sorte de petit arbre. Et en fait, en la soutenant aussi, on l'aide vraiment à s'élever vers la lumière. Donc une plante qui élève la terre pour aspirer à la lumière et se gorger de lumière. Et c'est une plante qui est avide de lumière. Ça vient de son origine de liane. Hein. Les lianes sont héliophiles, c'est-à-dire que c'est des plantes vraiment qui ont la capacité de chercher la lumière très très haut dans les trouées entre les arbres. Et ça, elle l'a gardé en mémoire. Donc la vigne, hein, c'est une ambiance très particulière, plante qui cherche toujours à s'élever et chaque fois elle retombe et elle doit recommencer. Une indication qui peut donner à réfléchir, prenez-le comme hypothèse de travail, Rudolf Steiner, donc quand il parle de la vigne, il dit que les paysages de vignobles sont des paysages intéressants qui pourraient stimuler chez l'être humain en fait le moi, c'est-à-dire la capacité à être soi, à s'individualiser. Je fais juste le lien avec ce geste de la vigne. Là aussi, vous allez dire c'est une analogie, c'est une piste de réflexion, mais essayez de sentir l'ambiance dans un vignoble, peut-être pas monospécifique, hein, où il y a une diversité de paysagères autour. On a effectivement cette plante qui essaye toujours de s'élever, et c'est finalement ce qu'essaye de faire aussi l'être humain. Hein. Le petit enfant, il va tout faire pour essayer de marcher debout, pour s'élever. Voilà, un autre aspect de la vigne, hein, la vigne rouge en automne. Alors ce flamboiement, et on pourrait dire ce que la vigne ne nous montre pas dans sa fleur, en fait, qui reste comme un bourgeon, finalement. Elle le fait dans les feuilles, hein, dans le flamboiement des feuilles, et évidemment dans le raisin. Et peut-être que même cette maturation réelle, hein, ce que la vigne ne fait pas dans la fleur, comme d'autres plantes, ça se poursuit, on pourrait dire, jusque dans la transformation aussi, dans le raisin, la transformation du raisin et dans la coloration des feuilles. Si je compare vigne et blé et graminées, je le fais volontairement, c'est bien sûr parmi les 2 premières plantes qui ont été cultivées par l'être humain au Proche-Orient. Peut-être la vigne plus en Arménie, le blé plutôt en Palestine, il y a environ 10 000 ans, hein, ça remonte vraiment loin. Ces 2 plantes sont vraiment polaires, sont complémentaires, c'est vraiment intéressant. Le blé, à l'inverse de la vigne, on ne va pas dire que c'est une plante qui s'élève de terre et qui élève la terre au-dessus du ciel, c'est tout l'inverse. C'est une plante qui tombe du ciel, si on peut oser dire ça. C'est une plante qui en fait laisse pénétrer la lumière entre tous ses épis. La lumière pénètre jusqu'au sol dans un champ de blé, plus ou moins, mais en partie. Vous avez une ambiance totalement lumineuse, totalement différente de l'ambiance ombragée qu'on trouve sous la vigne. On a ici, et on a surtout une plante qui a une affinité très grande avec la silice, donc justement cette substance qui
qui est médiatrice de la lumière, on va le voir dans les exposés suivants, hein, qui renforce l'influence de la lumière. Le blé, en particulier les grands blés, on n'a plus beaucoup de grands blés aujourd'hui, mais les grands blés du passé, avec leur barbe, avaient une quantité de silice très importante. Il y a une diminution de la teneur en silice hein, dans les céréales, dans le blé en particulier, qui leur donne cette espèce de fantastique souplesse. C'est assez incroyable. La vigne a finalement une tige plus épaisse. Elle devrait tenir toute seule, logiquement, si c'était logique. Mais non, la vigne a cette tendance de liane à retomber. Le blé, il est capable de faire de manière... Aucun ingénieur, le meilleur architecte ne sera capable de faire ce que fait le blé, c'est-à-dire sur une tige d'1,50 m, 2 mètres, avec un diamètre si réduit, avec la souplesse qu'il a, de tenir au vent. Alors évidemment, les blés modernes, comme on a surchargé en azote, hiver, s'ils tiennent plus au vent. Mais si on les soigne correctement, ils peuvent résister et donc garder cette verticale. Et on pourrait dire le blé, c'est à l'inverse une plante qui amène la lumière du ciel dans la terre. Et Van Gogh le rend de manière fantastique puisque la terre est encore plus solaire, lumineuse que le ciel quand il fait des champs de blé. Alors que si vous regardez dans la vigne, la terre est sombre. On a une terre beaucoup plus sombre. Là, la vigne élève la terre et aspire à la lumière. Vous voyez là, le soleil là-haut, le ciel jaune, là, la terre assez sombre. Et ici, à l'inverse, le blé amène les qualités de la lumière dans la terre. C'est une petite esquisse, mais qui peut donner vraiment des pistes de réflexion sur toute l'origine aussi, on pourrait dire mythologique de ces plantes. Hein. Voilà, je résume ça ici, hein, 2 plantes polaires à l'origine de l'agriculture. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Ce que je voulais en fait vous présenter, c'est comment par une petite esquisse, comment à partir d'une observation fine, qu'il faudrait évidemment approfondir largement, hein, on peut partir donc de son expérience personnelle, de ce qu'on peut voir en tant que viticulteur, en tant qu'agriculteur, dans son champ, dans son travail quotidien, prendre au sérieux tout ce qu'on observe, prendre le temps d'observer. Je travaille avec des viticulteurs, là je leur demande comment pousse la vigne, et alors quelquefois ils sont surpris par mes questions parce qu'ils n'ont pas la réponse, ils ne savent pas me dire comment sont les feuilles, où sont les vrilles, où sont les grappes. Je dis, il faut quand même regarder un minimum. Vous travaillez tout le temps avec cette plante, mais quand on est trop dedans, on a des habitudes de taille, on a des habitudes de fonctionnement, et on ne prend plus le temps de regarder, de se poser des questions. Naïvement en fait, comme si on regardait la plante avec un regard neuf. Et c'est peut-être ça le regard de Goethe, hein, ce que Goethe nous propose, regarder avec un regard neuf, comme si on ne connaissait pas la plante, s'en étonner complètement. C'est pas facile, hein, d'autant plus si on la connaît bien, ou si on croit la connaître et qu'on a la tête plein de trucs automatiques qu'on a appris, et puis voilà, c'est comme ça. Donc vraiment ça, hein, cette idée, partir de l'expérience personnelle, des phénomènes observables, développer la capacité à se relier aux phénomènes, hein. Vous avez peut-être remarqué que j'ai essayé plusieurs fois de vous amener à ressentir la plante de l'intérieur, hein, comment pousse la feuille du stade embryonnaire jusqu'à la feuille épanouie. Donc pour que vous ne la regardiez pas simplement de l'extérieur comme quelque chose, oui, vous constatez des faits, puis oui, c'est comme ça, mais que pour intérieurement, vous puissiez vous reproduire ce geste de développement de la feuille, hein, c'est pour ça que je fais beaucoup de gestes, pour vous inciter à les faire intérieurement. Et ça nous permet de nous lier à la plante et à la comprendre de l'intérieur. Ce qui permet ensuite, de manière plus fine, de prévenir et de sentir où elle en est de son état de santé. Et ça, c'est évidemment indispensable pour la biodynamie. La biodynamie, c'est pas un ensemble de recettes, crac, 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 quand il y a ça, tel stade, je passe ça, je regarde mon calendrier, ça marche pas comme ça. Il faut que vous puissiez trouver le lien avec vos plantes. Tout le monde l'avait dans le passé, aujourd'hui on a de plus en plus de mal à l'avoir parce qu'on a des tas d'outils, de machines, de supports divers et variés qui font un écran entre nous et la relation entre nous et la plante. Voilà, et donc pourquoi l'idée aussi de dire que la rencontre avec la plante, vraiment si je fais connaissance avec ma plante, finalement je vais finir par l'aimer véritablement. Et ça c'est la base d'une éthique réelle. Je crois que l'éthique c'est pas un truc qu'on ajoute, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de planter des OGM, tu as le droit de planter des OGM. Si on rencontre la plante comme ça, je crois que la question par exemple de la manipulation génétique, je sais que l'Espagne est un des pays où il y a peut-être un peu plus de champs d'OGM en Europe, c'est pas encore trop important, mais ça doit quand même... ça pose des questions, ça nous fait du souci. Voilà, les OGM, comment sont-ils fabriqués? Dans un labo, pas dans le milieu, pas dans l'environnement. La plante n'est pas dans son milieu naturel. Tout ça, c'est fait dans un petit labo, c'est-à-dire qu'on considère la plante comme un truc, comme un objet. Déjà, ça, moi, ça me suffit pour me dire qu'il y a un problème.
Moi, j'ai envie que la plante, si on la développe, si on cherche à la régénérer, ça se fasse dans son milieu naturel, ça se fasse là où elle pousse, ça se fasse avec les paysans et pas dans un labo, dans un truc sous lumière électrique, sous conditions électriques, qui n'a plus rien à voir avec la réalité de la plante entière. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus la plante, on regarde juste un objet, un truc qu'on va transformer. Hein, donc c'est une toute autre manière d'observer et c'est un peu à ça que je voulais vous amener. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois qu'on pourrait dire, pour clore, que finalement la question, c'est d'essayer de mieux comprendre cette plante et de se poser la question comment, dans tout le travail qu'on fait, l'accompagner dans son, puisque c'est un travail agricole ou viticole, l'accompagner dans son développement, comme on le fait par exemple avec un enfant qu'on veut accompagner en fait, mais qu'on ne veut pas brimer. Et souvent, trop souvent, j'ai l'impression que la viticulture classique brime la vigne en permanence. On lui dit pousse, pousse, pousse. Alors la vigne fait des pampres énormes, pousse de manière énorme, puis après on va tout couper, tout couper. Là, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire qu'elle pousse un peu moins et qu'il y ait besoin de moins couper, donc de beaucoup plus l'accompagner, d'avoir une relation qui soit beaucoup plus d'accompagnement que de... c'est en fait comme si on dit à la vigne pousse énormément et après on coupe tout ce qui pousse. C'est-à-dire on lui donne des ordres complètement opposés et contradictoires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je laisse. Merci.